Le 4 septembre 1958, le général de Gaulle soumettait au peuple français le texte de la Constitution qui allait devenir l'acte de naissance et la charte de la Ve République. De tout mon cœur, au nom de la France, je vous demande de répondre oui. En votant oui à la Ve République, la France avec de Gaulle se dote d'une constitution qui affirme la souveraineté nationale comme fondement de la nouvelle République. Cette affirmation conditionnera de manière durable l'architecture générale de la diplomatie française. Il s'agissait pour de Gaulle de rétablir le prestige, l'indépendance et le rayonnement de la France dans le monde. De Gaulle a accompli en 1958 la réforme de l'exécutif que souhaitait la droite française à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire un exécutif fort, parce que sans exécutif fort, il n'y a pas de grande politique étrangère. Et donc l'indépendance de la France et la puissance et le rang de la France sont menacés. Cette idée centrale, si vous voulez, de Gaulle l'a transposée dans les institutions. Durant 10 longues années, de Gaulle marquera profondément de son empreinte la diplomatie française. Il incarne et cultive le mythe d'une France libre, généreuse, visionnaire, avec une seule et unique obsession, redonner à la nation sa place dans le nouvel ordre mondial. En quittant le pouvoir en 1969, de Gaulle laisse des institutions stables, solides, souvent considérées comme un modèle dans le monde. À sa disparition, ses héritiers continueront de s'en référer, mais sans pouvoir assumer la totalité de l'héritage. Question de charisme ou plus simplement de contexte historique. Toutefois, il reste une constante. 35 ans après la mort du général, la France continue de vouloir cultiver sa différence. En 1944, à la libération de Paris, de Gaulle nourrit son mythe. Le discours qu'il prononce à l'hôtel de ville porte en germe la politique qu'il mènera 14 ans plus tard. Une France qui renaît, libérée selon lui, par les seules forces du génie de son peuple. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Chez lui, l'éloquence est une arme de séduction, le verbe celui de la précision. Chaque mot résonne dans la conscience nationale comme un souffle d'orgueil et d'ambition. Chaque phrase est une musique militaire diplomatique destinée à être entendue aux 4 coins de la planète. La voix de la France est incarnée, sa fierté retrouvée, quitte à nier la réalité. Le rôle primordial des Alliés dans la libération de Paris n'est jamais mentionné. Mais le verbe est là, puissant, convaincant, pour uniquement imposer aux esprits la grandeur du pays. Pour la France, il s'agissait de revenir en force alors qu'on était faible. Et il y a, dans les mémoires du général, une allusion à une conversation avec Churchill, où Churchill lui demande pourquoi il est si désagréable avec Roosevelt. Réponse de Gaulle, c'est parce que je suis faible, vous avez tout l'Empire britannique derrière vous, on peut faire des concessions. Quand on est faible, on ne peut pas faire de concessions. La réalité de la France de l'après-guerre ne correspondait pas à celle que voulait de Gaulle. Sa reconstruction dépendait en grande partie du plan Marshall, son économie était placée sous perfusion des États-Unis. Elle dépendait également de Washington pour sa défense militaire. Face à la menace du bloc soviétique, les pays de l'Europe de l'Ouest avaient regroupé leurs armées au sein de l'OTAN, coordonnées et dirigées par les États-Unis. Désormais, ce n'était plus Paris, mais le Pentagone qui commandait les forces françaises. Le prestige et l'influence du pays sur le plan diplomatique n'étaient plus qu'un souvenir.
La France était absente de Yalta, où le destin du monde s'est décidé sans elle. Au fil des crises qui ont émaillé la guerre froide, elle s'est trouvée cantonnée dans un rôle de puissance mineure. Des films de propagande en faveur de la Ve République vont utiliser à leur profit cette situation en exacerbant le sentiment d'humiliation de la grandeur perdue. Juillet 48, le rideau de fer tombe sur Berlin. Le gouvernement soviétique a coupé l'enclave occidentale de ses bases. Les trois alliés doivent agir vite et en plein accord. Mais le ministère Schuman est renversé au moment où ils entament avec Moscou une délicate négociation. 25 juin 50, les forces communistes de la Corée du Nord franchissent le 38e parallèle. La veille, Georges Bidault est tombé sur la question du reclassement des fonctionnaires. Comment la France aurait-elle pu peser de tout son poids sur les grandes décisions internationales alors qu'en 12 ans, 24 gouvernements se sont succédés à sa tête avec une moyenne d'existence de 6 mois à peine? Il était une fois un vieux pays tout bardé d'habitudes et de circonspection, naguère le plus peuplé, le plus riche, le plus puissant de ceux qui tenaient la scène. Il s'était, après de grands malheurs, comme replié sur lui-même. Beaucoup dans le monde se demandaient s'il parviendrait à se ressaisir. Or, ce peuple, la France, s'est ressaisi. La portée politique du discours a un impact considérable dans le pays. De Gaulle apparaît comme l'homme du recours. Dans les faits, la rupture avec la Quatrième République n'est pas aussi nette que De Gaulle aime à la dépeindre. Il y a des points où il n'y a pas de rupture du tout. Le général s'est rallié à ce qu'il avait combattu. Le général a fait finalement en Algérie la politique qui correspondait à ce que souhaitaient les États-Unis, c'est-à-dire aller vers l'indépendance. Il a, en matière européenne, été dans le sens de ce qu'il avait combattu. Mais il y a une rupture qui, pour moi, est tout à fait essentielle. La politique étrangère est maintenant placée au centre des préoccupations. Et dans tous les textes du général, on voit que l'intérieur, ça sert à renforcer le dehors. Pour mettre en œuvre cette diplomatie conquérante, le président de la République nomme le 8 janvier 1959 Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères. Un homme du sérail qui incarnera fidèlement pendant 10 ans la politique du général. Il avait en Couve de Murville quelqu'un qui mettait en œuvre sa stratégie de manière remarquable. Il faut dire que la caractéristique de Couve de Murville, c'était son intelligence. C'était un homme de très très grande intelligence. Et lorsque vous entriez dans son bureau, lorsque vous étiez son collaborateur, et que vous arriviez avec un problème qui vous paraissait inextricable, ou même un texte inextricable, il avait l'art de simplifier les choses et on avait l'impression qu'il tirait la pelote et que tout se déroulait avec luminosité. Un diplomate de grand talent pour les affaires étrangères, un écrivain pour le rayonnement culturel de la France. Malraux, tout auréolé de son prestige intellectuel, va, en sa qualité de nouveau ministre d'État chargé des affaires culturelles, venir renforcer la politique diplomatique de De Gaulle. L'art et l'esprit français affichent sans complexe leur vocation universelle sur la scène internationale. Le dispositif diplomatique est en ordre de marche. C'est prioritairement sur le terrain militaire que le gouvernement de la France met en œuvre sa politique étrangère. L'affirmation de l'indépendance est annoncée de manière spectaculaire en 1960. Voici maintenant que l'heure H est proche. Vous vivez dans le blockhaus de la mise à feu la minute solennelle de la première explosion atomique française. La bombe atomique n'a pas été décidée par le général. En fait, l'explosion a eu lieu à la date prévue par la Quatrième République. Mais à l'origine, l'arme devait renforcer l'arsenal des Alliés. Pour De Gaulle, il n'en est plus question. Désormais, la bombe symbolise la puissance et l'indépendance de la France. Lorsque les USA et l'URSS lui proposent de signer ensemble un traité de non-prolifération, c'est une fin catégorique de non-recevoir. Que les anglo-saxons, que les soviétiques conviennent entre eux de cesser leurs expériences, la France ne peut que l'approuver. Mais si on voulait l'inviter à renoncer pour elle-même aux armements
atomiques, tandis que d'autres en possèdent et en développent d'énormes quantités, il n'y a aucune chance qu'elles défèrent à l'invitation. Comment voulez-vous que la France participe à cette négociation qui ne peut avoir comme conséquence que de bloquer la réalisation de son armement nucléaire où il n'est pas encore complètement réalisé? Songez que le premier sous-marin nucléaire n'est lancé qu'en 1967. Notre armement nucléaire ne devient significatif que dans les années 70. Alors, si la France accepte de négocier dans les années 60, eh bien, elle n'aura pas d'armement nucléaire. Elle en aura la capacité, mais elle n'en a pas la réalité. Au-delà de ce pragmatisme avant tout militaire, le général cherche à s'affranchir de la logique des blocs, d'une guerre froide qui fige littéralement le monde. Dès lors, son unique obsession est d'affirmer la volonté de la France de jouer un premier rôle. Sans doute, l'espèce d'équilibre qui s'établit entre la puissance atomique des deux camps est-elle, pour le moment, un facteur de paix mondial? Mais qui peut dire ce qui arrivera demain? On peut fort bien imaginer, par exemple, qu'en une terrible occasion, l'Europe occidentale soit anéantie à partir de Moscou et l'Europe centrale à partir de Washington. En vérité, la France, en se dotant d'un armement nucléaire, rend service à l'équilibre du monde. À l'époque, Washington ne semble pas tenir rigueur au chef de l'État français pour ses velléités d'indépendance. Il est accueilli triomphalement sur le territoire américain et en retour témoigne d'une amitié chaleureuse, loin de sa réputation anti-américaine. Avant tout, il affirme ses convictions. La France s'adresse directement à la première puissance de la planète, comme au reste du monde. Mais, Américains, dans la très grave partie qui s'engage, sachez-le, rien ne compte davantage pour la France que la raison, la résolution et l'amitié du grand peuple des États-Unis. Je suis venu pour le dire. Il faut bien comprendre que la politique du général était double sans du tout être contradictoire. Lorsque l'Occident est menacé, la France est l'allié inconditionnel des États-Unis. Et pendant la crise de Cuba en 1962, le soutien donné à Kennedy, et Kennedy l'a reconnu, était plus fort à Paris qu'à Londres ou à Bonn. Lorsqu'il n'y a pas de menace sur l'Occident ou lorsque la menace diminue, et on a tendance à Paris à la voir diminuer le plus vite possible, c'est contre les États-Unis qu'il faut gagner l'indépendance. La crise de Cuba finie, Kennedy sort victorieux, donc on peut commencer à s'en prendre aux Américains pour prendre des distances. Pour marteler sa stratégie d'indépendance, c'est surtout contre l'OTAN que De Gaulle focalise ses critiques. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord deviendra sa bête noire. Il ne refuse pas une coalition avec les Alliés, mais ne supporte pas l'idée que le commandement intégré soit américain. À plusieurs reprises, De Gaulle tente de modifier les conditions de participation dans l'OTAN, sans succès. En 1966, il renonce et prend la décision d'en sortir. Une fois encore, c'est l'attitude et la manière qui priment pour renforcer dans le pays et dans le monde l'affirmation de la souveraineté nationale. Il y a une dizaine de jours, M. Couve de Murville recevait l'ambassadeur des États-Unis pour lui remettre une note demandant aux États-Unis de réviser le statut des bases américaines en France. Monsieur le ministre, pourquoi cette initiative française? Quel but recherchez-vous? Voilà maintenant 8 ans que nous disons à toutes occasions, et on nous a souvent dit beaucoup trop, que l'organisation de l'Alliance Atlantique telle qu'elle se comporte ne nous satisfait pas. Voilà 8 ans que nous le disons, voilà 8 ans que nous disons qu'en conséquence, il faut changer cette organisation. Nous n'avons en réalité jamais pu engager une conversation quelconque avec nos alliés à ce sujet, car chaque fois que nous leur disions, les
les défauts qu'à notre sens présente cette organisation, et il nous répondait en disant il faut non pas moins d'intégration dans l'Alliance Atlantique, mais davantage, autrement dit, c'était un dialogue de sourds. Au total, il s'agit de rétablir une situation normale de souveraineté dans laquelle ce qui est français, en fait de sol, de ciel, de mer, de force, et tout élément étranger qui se trouverait en France ne relèveront plus que des autorités françaises. Le général de Gaulle, en 1966, met les Américains à la porte. Quand je dis met à la porte, de la manière la plus brutale qui soit. Je ne sais pas si les étudiants de Paris-Dauphine se rendent vraiment compte que leur bâtiment est un bâtiment qui a servi de secrétaire général à l'OTAN, bâti pour ça, et véritablement confisqué en 1966 par le général de Gaulle, de même que les bases américaines en France. Et c'est seulement sous Valéry Giscard d'Estaing qu'on a payé une petite indemnité aux États-Unis pour tout ce qu'on leur avait confisqué. Mais en même temps, on gardait beaucoup d'avantages de l'Alliance Atlantique et il n'y a jamais eu de véritable rupture. La France n'est pas sortie de la structure politique de l'Alliance. Elle n'est sortie que de la structure militaire. Aucun autre pays européen ne suit l'exemple de la France. Du coup, la sortie de l'OTAN consacre l'impression d'une opposition aux États-Unis, systématique et personnalisée. Jamais le général n'a voulu que la conciliation aboutisse à des compromis, mais néanmoins à un climat autant que possible de compréhension des uns et des autres. Ce qui a été très manifeste dans ses premières rencontres, celle qu'il a eue avec son ami, c'était un ami général Eisenhower, et celle qu'il a eue ensuite même avec Kennedy, qui pourtant lui inspirait quelques inquiétudes et quelques méfiances par son bouillonnement un peu juvénile. C'est avec Kennedy qu'une incompréhension mutuelle a commencé à s'installer durablement. Des comptes rendus diplomatiques conservés au Quai d'Orsay témoignent des vives critiques envers le général et de la vivacité des échanges avec le président américain. Quand en France on aime les États-Unis, on parle de Lafayette. Ils étaient petits, nous étions grands, on les aime. En 1997, la France a été à peu près le seul pays européen à ne pas célébrer les 50 ans du plan Marshall. Nous étions pauvres, ils étaient riches, ils nous ont donné, c'est impardonnable. Et le général de Gaulle partageait un petit peu cette attitude. Il trace une particularité française, c'est-à-dire que la France est le pays occidental qui prend le plus de postures anti-américaines. Et il néglige la politique européenne qui pourtant sera la seule politique qui, à terme, assurera l'indépendance de la France et l'indépendance de l'Europe. C'est ça le paradoxe gaulliste. C'est que, d'une certaine façon, il s'oppose aux États-Unis en refusant de comprendre que l'intention centrale des partisans de l'Europe, c'est-à-dire de Robert Schuman, de Jean Monnet, de la 4e République et de ceux qui sont restés fondamentalement européens, comme Valéry Giscard d'Estaing, Jean Le Canuet, Raymond Barre, etc., pour eux, si vous voulez, l'indépendance future de l'Europe passe par la construction d'une Union européenne prospère et puissante. Eh bien, il est absolument normal que s'établisse entre ces pays occidentaux une solidarité. C'est cela l'Europe. Et je crois que cette solidarité doit être organisée. Il s'agit de savoir comment et sous quelle forme. Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. La question pour De Gaulle n'était pas tant de remettre en cause la perspective d'une construction européenne que la manière de l'organiser à son profit, de la rendre utile à son pays. Il évoque une Europe européenne, indépendante, souveraine, et qui doit se bâtir dans l'intérêt et le respect des nations. L'Europe européenne, ce sont des formules bien formulées, dont le sens n'est pas toujours évident, mais dans le cas de l'Europe, je crois qu'il y a un sens. L'Europe sert à la France. C'est très exactement la politique du général.
il aurait dit, je ne sais pas s'il a dit, mais je veux croire qu'il a dit parce que ça m'arrange, c'est Tournoux qui raconte ça dans un de ses livres, il aurait dit, la France et l'Allemagne doivent être comme le cheval et le cavalier, la France étant le cavalier. C'est sa politique à l'égard d'Adenauer, utiliser la force de l'Allemagne pour être face aux États-Unis et pour avoir plus de place et plus de parole dans le monde. En 1962, l'objectif est clair. Les visites réciproques d'Adenauer en France et de De Gaulle en Allemagne préparent la signature du traité de l'Élysée. La naissance d'un axe politique entre Paris et Bonn est conçue pour redonner à la France une autorité diplomatique en Europe et inspirer le respect. Es lebe Bonn! Es lebe Deutschland! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft! 15 ans après la fin de la guerre, De Gaulle veut incarner la paix et montrer au reste du monde le chemin à suivre. A crowning achievement in the lives of two of Europe's elder statesmen, the signing by President de Gaulle and Chancellor Adenauer of a Franco-German Treaty of Friendship. In the Élysée Palace at Paris, which twice within the last century was occupied by invading German troops, the birth of an entente that may be the keystone for the Europe of tomorrow. Le traité n'était pas symbolique du tout dans l'esprit du général. C'était une anticipation d'autonomie européenne et d'un pôle de puissance européen. Voilà ce que c'était le traité de l'Élysée. C'est bien ainsi qu'il était conçu. Et c'est justement ça que les États-Unis ne voulaient pas. Des télégrammes diplomatiques en provenance de Washington témoignent des réactions vives des États-Unis. La Maison-Blanche ne peut laisser De Gaulle prendre trop d'indépendance. C'était une franche opposition diplomatique, politique aussi, avec des démarches très vigoureuses des Américains. D'abord pas tellement vis-à-vis du général, parce qu'ils n'avaient pas d'espoir d'y réussir, mais du côté allemand, avec évidemment la complicité totale de Jean Monnet. Il y a eu des menaces même contre Adenauer, enfin proférées pour qu'il renonce à ce traité funeste. Un an plus tard, en 1963, les députés allemands ajoutent un préambule qui réduit considérablement la portée du traité de l'Élysée. L'axe franco-allemand voulu par De Gaulle devient une entente plus symbolique que réelle et le général doit remiser ses ambitions. Dans le même temps, il refuse tout rapprochement avec la Grande-Bretagne, l'autre poids lourd de l'Europe, que De Gaulle estime trop proche des États-Unis. Au moment du traité de l'Élysée, on oublie qu'il est du 23 janvier et que quelques jours avant le 14, De Gaulle avait dit spectaculairement non à la Grande-Bretagne, avec d'ailleurs un argument qui laissait pantois, c'est parce qu'elle est une île. Au bout de 3 ans de négociations, on s'en aperçoit. À l'époque, une journaliste britannique raconte dans un très joli livre que c'est la même chose que si un jeune homme, on lui offre une jolie jeune fille de bonne famille, il dit « je ne peux pas l'épouser avant de l'avoir regardée dans sa salle de bain par le trou de la serrure ». Il regarde longuement par le trou de la serrure et il dit « je ne peux pas l'épouser, elle a des yeux bleus ». C'est un peu la même chose que c'est une île. La vraie raison, on ne peut pas être deux à jouer de l'Europe dans le monde. Angleterre, avez-vous dit Angleterre de la venue. Monsieur le Président. Remarquez que la nudité pour une belle créature, c'est assez naturel et pour ceux qui l'entourent, c'est assez satisfaisant. Mais quelque attrait que j'éprouve pour l'Angleterre, je n'ai jamais dit ça à son sujet. Il y a chez De Gaulle un rêve des grands hommes et des grands peuples et des grandes puissances. L'Europe qui lui convenait était l'Europe de Louis XIV ou l'Europe de Napoléon, c'est-à-dire une Europe de peuples majeurs menée par des grands hommes. À partir du moment où la démocratie, l'économie, la démographie, l'idéologie, où le monde moderne, d'une certaine façon, entre en cause, cela lui convient moins. 14h25 à la gare de Lyon, le premier chargé d'affaires chinois descend du train qui l'a conduit de Berne à Paris. Sur le quai, sa première poignée de main est pour M. De Castéjac, directeur du protocole au Quai d'Orsay.
Pour de Gaulle, la France est une nation qui s'inscrit dans l'histoire. Son destin est de faire entendre une voix différente, celle d'un grand pays que l'on écoute, parce que les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité des peuples et des nations qu'il proclame sont à ses yeux primordiales. En reconnaissant la Chine en 1964, 14 ans avant les Américains, de Gaulle souligne une nouvelle fois son refus des blocs idéologiques. Pékin et Paris sont donc convenus d'échanger les ambassadeurs. Il n'y a évidemment là, de notre part, rien qui implique aucune sorte d'approbation à l'égard du régime qui domine actuellement la Chine. Mais il se peut aussi que dans l'immense évolution actuelle du monde, en multipliant les contacts directs de peuple à peuple, on serve la cause des hommes, c'est-à-dire celle de la sagesse, du progrès et de la paix. Il me semble qu'il y a deux dimensions. La première, c'est la supériorité, l'idée de nation sur l'idéologie. Quand il reconnaît la Chine, il utilise une formule, la Chine plus ancienne que l'histoire. Et lorsqu'il parle d'alliance atlantique, il avait dit cette alliance actuellement nécessaire. Et disons que 90 lui a donné raison. La Russie est plus permanente que le régime communiste. Et il dit d'ailleurs rarement l'Union soviétique, il dit presque toujours la Russie. Car c'est le peuple russe, la France c'est la France, quel que soit le régime, et par conséquent, première chose, on reconnaît un pays, plus qu'un régime. Et deuxièmement, il le reconnaît au moment où les relations avec l'Allemagne ne sont pas très bonnes. L'appui sur l'Europe est un appui faible, il y a des tas de problèmes européens. En revanche, apparaître comme la Chine à l'égard de l'Union soviétique, il est, lui, de Gaulle, à l'égard des États-Unis. Résultat, la Chine et la France, grande puissance, face à la très grande puissance, chacune dans son camp. Encore une question de prestige. Ici New York. Dans tous les bookshops, dans tous les drugstores, dans tous les kiosques à journaux des États-Unis, on peut voir côte à côte le portrait de M. Couve de Murville et la photographie du général de Gaulle. La reconnaissance de la Chine par la France fait la une de la presse américaine. Mais au-delà de sa portée politique, qui a néanmoins contribué à la détente, ce rapprochement diplomatique a eu peu d'effet sur la nature de la coopération entre la Chine et l'Occident. Il en est de même avec la Russie en 1966. Que fait-on exactement de la chère et vieille Russie en 1966? On lui tend la main, ce qui affole Washington, mais on ne cède sur rien. Et André Fontaine racontait toujours qu'il était dans le même avion que Maurice Couve de Murville, et que Maurice Couve de Murville, avec son tranquille cynisme habituel, a dit au fond, rien ne change. Et Fontaine lui a fait remarquer que tout de même que le chef de l'État français aille à Moscou, c'était déjà un petit changement. Mais non, rien ne changeait jamais. L'Union soviétique restait fidèle à elle-même et on avait donné indirectement un coup de patte à Washington et on reprenait la politique de décembre 1944 où de Gaulle avait été à Moscou et où il avait également pensé qu'en faisant alliance avec l'Union soviétique, il faisait contrepoids aux États-Unis, à l'Ouest européen. L'indépendance affichée de la France par rapport à l'Est comme à l'Ouest a pour de Gaulle valeur d'exemple et de principe universel. Sa vision du monde est fondée sur l'idée que les peuples doivent s'émanciper, conquérir leur indépendance, faire valoir leurs droits. C'est le sens de la décolonisation entreprise à la fin des années 50. En Afrique, terre des colonies, 15 États naissent pacifiquement sous les auspices d'une communauté francophone. Nous avons reconnu à ceux qui dépendaient de nous
le droit de disposer d'eux-mêmes. Le leur refuser, c'eût été contrarier notre idéal, entamer une série de luttes interminables, nous attirer la réprobation du monde, et tout cela pour une contrepartie qui se fût inévitablement effritée entre nos mains. Dans le grand trouble, dans les grands remous auxquels l'Afrique est en proie, et au milieu des courants qui divisent le monde, la communauté nous renforce tout en servant la raison et la fraternité. Les idéaux du général de Gaulle étaient justes, mais la pratique était très difficile, l'application était très difficile. La preuve, c'est qu'il est resté célèbre pour un grand voyage en Amérique latine, et ensuite, la France n'a pas fait grand-chose pour l'Amérique latine. El pueblo francés propone al pueblo mexicano, marchemos la mano en la mano y viva México! De Gaulle en libérateur, porte-parole au travers le monde d'une troisième voie face au bloc américano-soviétique. Pendant le printemps 1964, l'homme du 18 juin a mobilisé des foules immenses dans toute l'Amérique du Sud. La France en retire un prestige considérable. En revanche, le projet d'un rapprochement politique et économique avec l'Amérique latine ne se concrétisera jamais. Mais pour De Gaulle, l'essentiel est le prestige du pays et le rang qu'il veut encore tenir. Une politique spécifique du général a vraiment une chose, ce me paraît centrale, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer pendant toute la période où il était au pouvoir, quand j'allais aux États-Unis. On me demandait pourquoi faire veut-il du prestige. Et ma réponse a toujours été, il faut comprendre que pour la France, le prestige est une fin en soi. Prestige et rayonnement culturel sont indissociables et ont vocation à rehausser la France. La construction de lycées français à l'étranger, celle des instituts culturels ou l'implantation des alliances sont devenues une priorité. Pour De Gaulle, la culture et la diffusion des arts constituent un enjeu diplomatique majeur, au même titre, si ce n'est plus, que le commerce et le développement industriel. Il y a dans la posture du chef d'État l'idée que la France des Lumières a une responsabilité historique devant les peuples. La politique étrangère ainsi menée se nourrit de cet orgueil national pour célébrer l'universalité de nos valeurs. Quand on se promène dans le monde, qu'est-ce que l'on retient, qu'est-ce qui domine? Ce sont les idées de la Révolution. Partout. Amérique latine, Amérique du Nord, bien sûr, en Europe, Extrême-Orient, moins, mais enfin quand même un peu. Donc, si vous voulez, c'est le message historique de la France dans le monde, les idées qui ont fait l'évolution du monde et les progrès dans tous les domaines. En pleine guerre froide, le capital politique de Gaulle auprès du tiers-monde s'accroît encore lorsqu'il s'oppose aux conflits qui ne respectent pas, à ses yeux, le droit à l'autodétermination des peuples. En 1967, à l'issue de la guerre de 6 jours, face au refus d'Israël de rendre les territoires qu'elle vient d'occuper et l'exode massif des populations palestiniennes, De Gaulle va jusqu'à imposer un embargo de vente d'armes à l'État hébreu. Ce geste sera compris par Israël comme un gage donné à la cause palestinienne. Au nom des mêmes principes, De Gaulle affiche clairement son opposition à la guerre au Vietnam. La défense de la paix deviendra l'expression de la troisième voie, celle de la liberté des peuples à décider de leur sort. Son discours à Phnom Penh devant 100 000 Cambodgiens restera célèbre, mais il ne modifiera pas le cours de l'histoire. Il n'y a aucune chance pour que les peuples de l'Asie
se soumettent à la loi d'un étranger venu de l'autre rive du Pacifique, quelles que puissent être ses intentions et quelle que soit la puissance de ses armes. Bref, si longue et dure que doivent être encore les preuves, il est certain aux yeux de la France qu'elle n'aura pas de solution militaire. J'ai l'impression qu'il y avait une vision, qu'il y avait un discours, et que ce discours était en soi un acte politique important, car le discours, c'est aussi de l'action. En revanche, il me semble qu'il a manqué dans le dispositif un élément essentiel, qui était une stratégie. Et cette stratégie a manqué parce que manquait une des pièces du puzzle, qui était l'organisation internationale. Il y a une contradiction quelque part entre la volonté de Gaulle d'aller vers le Sud et le sort qu'il a fait aux machins, le refus de travailler dans le cadre des Nations Unies, avec les Nations Unies, et au contraire cette volonté quasiment de déconsidérer les Nations Unies. L'ONU pose des problèmes à De Gaulle. L'organisation des Nations Unies, de plus en plus légitime au fur et à mesure que se dessine un ordre mondial, devient un obstacle à son ambition de souveraineté nationale. Sa politique bute sur cette contradiction. Cela le prive des moyens concrets pour soutenir ses prises de position. Dans ce contexte, seul le verbe peut prendre le pouvoir. Il est parfois amplifié jusqu'à l'excès. Au Québec, en 1967, c'est un feu d'artifice. Ce soir ici, et tout le long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération. Vive le Québec! Vive le Québec libre! La diplomatie de la France se distingue encore du reste du monde, au risque d'être incomprise. L'amitié avec ses alliés est mise à mal. La France se trouve de plus en plus isolée. Canadian Prime Minister Pearson termed de Gaulle's remarks unacceptable. After being rebuked, de Gaulle cancels his scheduled meeting with Pearson in the federal capital, Ottawa. Opposition demonstrators were quickly arrested by police. De Gaulle cut short his visit, leaving Canada abruptly. Sorrow, anger, and embarrassment follow in the wake of his undiplomatic and tense visit. Non, c'est sûr que l'affaire du Québec libre, c'est une affaire très grave et qui a été très sérieuse, avec des conséquences considérables, pas négatives pour les Québécois. Mais c'est sûr que, d'une part, c'était inattendu. Et je me souviens très bien que le gouvernement, une partie du gouvernement s'est rendue pour attendre le général de Gaulle qui revenait du Canada, mais il ne revenait pas tellement triomphateur, vous savez, il revenait comme l'image de quelqu'un qui a fait un esclandre, évidemment, assez remarquable. Ainsi, le fait que la France, sans renier aucunement son amitié pour les nations anglo-saxonnes, que la France, dis-je, prenne une position proprement française au sujet de la guerre au Vietnam, ou du conflit au Moyen-Orient, ou de la construction d'une Europe qui soit européenne, ou pas plus tard qu'hier, de l'unanime et indescriptible volonté d'affranchissement manifestée par les Français du Canada autour du président de la République française, tout cela stupéfie et indigne les apôtres du déclin. Ce qui la caractérise le mieux, à mon avis, c'est la phrase qu'il a lui-même prononcée quand il a fait allusion à un pacte plusieurs fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Il veut... C'est au fond une profession de foi anti-impériale. Pas d'hégémonie, pas d'empire, des nations égales, libres, et des pays plus grands que d'autres, ce qui ne veut pas dire plus puissants, mais plus tels que la France. Voilà. En 1969, De Gaulle quitte le pouvoir.
Il laisse à ses héritiers une nation dont le prestige international s'est incontestablement accru. Mais son arrogance déplaît, et pour ses successeurs, l'héritage est déjà lourd à porter. Les successeurs de De Gaulle ont interprété le gaullisme dans l'interprétation minimale, dans l'interprétation la plus européenne et la plus atlantique. Pompidou a accepté un accord à Ottawa dans lequel la force nucléaire française est présentée comme un élément de la défense occidentale. Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand ont demandé et soutenu l'installation des Pershing américains en Allemagne, c'est-à-dire un accroissement de la position américaine en Allemagne pour contrebalancer l'Union soviétique. Donc ils ont, les uns et les autres, interprété la politique de De Gaulle dans ce sens en gommant les aspérités anti-américaines ou les aspérités anti-atlantiques ou anti-européennes. Ça laisse subsister simplement l'illusion, c'est-à-dire qu'il s'agit de donner aux Français le sentiment qu'ils jouent dans le monde un rôle plus important qu'ils ne jouent effectivement. Comment, sans le général et sans une économie qui lui donne autorité, maintenir en effet l'illusion d'une France qui joue dans la cour des grands? Pour les successeurs, c'est d'abord par l'Europe à construire. Pompidou rompt avec les positions de De Gaulle et favorise l'entrée de la Grande-Bretagne. En 1974, Giscard va encore plus loin. Il propose une monnaie commune et l'élection du Parlement au suffrage universel direct. Les gaullistes historiques crient à la trahison, mais le président de la République tient bon. Je souhaite que la France contribue largement au cours des prochaines années par ses propositions, par ses initiatives, parce qu'elle sera capable d'inventer et de proposer à l'union nécessaire de l'Europe. En 1981, l'élection du socialiste François Mitterrand accentue le mouvement. 12 ans après le général, le nouveau président de la République engage son premier septennat en interprétant l'Europe européenne à sa manière. Mitterrand a été beaucoup plus loin, je crois, que Giscard, et effectivement n'a pas hésité à mettre dans le panier européen les attributs de la souveraineté nationale, c'est-à-dire la monnaie, la défense, la politique étrangère, la justice, la police, toutes choses qui n'auraient jamais, du temps du général, été mises sous le regard de nos partenaires. Mes chers compatriotes, en 1995, Jacques Chirac est élu. L'héritier légitime du gaullisme doit assumer toutes les contradictions. Finalement, moyennant quelques contorsions, il emboîte le pas à son prédécesseur, François Mitterrand. Les attitudes de Chirac en matière européenne sont sinusoïdales. Cela dit, il a constamment voté dans le sens des progrès européens. Il n'y aurait pas eu d'acte unique européen. Il n'y aurait pas eu de traité de Maastricht si Jacques Chirac s'était prononcé contre. Et dans l'acte unique européen qui a été une étape décisive, c'est lui qui a empêché Jean Foyer, Michel Debré et d'autres de déposer un recours au Conseil constitutionnel pour déclarer inconstitutionnel le traité. Et je pense que c'est Jacques Chirac, en interdisant ce recours, qui a sauvé le traité. Et là même, il s'est prononcé pour Maastricht, alors que son parti était quand même majoritairement contre. De Gaulle peut être une référence, mais qu'il n'y ait plus un exemple, que rien de ce qui se passait à son époque n'est comme aujourd'hui, que par conséquent on ne peut pas tirer de leçons, etc. Moi, dans quoi c'est clair qu'il tourne le dos complètement à tout ce qu'a fait De Gaulle. Bon, sur l'Europe, franchement, De Gaulle doit se retourner dans sa tombe, je veux dire. Alors on me dit, mais peut-être s'il avait vécu, il ferait la même chose. Bon, personne n'en sait rien. En tout cas, c'est pas ça qu'il faisait quand il était au pouvoir, hein, je peux vous dire. Difficile désormais, dans un contexte aussi différent, de retrouver des accents gaulliens. La France des années 80 subit de plein fouet les retombées des chocs pétroliers. Elle perd de sa superbe, même quand le premier président socialiste de la Ve République, quelques mois après son élection, défie le monde sur l'injustice que subit le Sud. Il ne peut pas y avoir de paix dans un monde où les 2/3 des êtres humains n'ont pas accès au minimum vital. Il a donc toujours eu, depuis longtemps, cette vision que la France devait être porteuse d'un message
d'émancipation par rapport au tiers-monde, évidemment au territoire qui était colonisé par elle, par la France, mais aussi porteur d'un message au reste du monde. Ce qui vous explique le discours de Cancun, ce qui vous explique aussi les premières mesures du premier gouvernement de 1981. Il a permis que se mette en place à la fois une nouvelle politique de coopération, mais aussi des instruments beaucoup plus importants d'action, puisque nous avons pu, à ce moment-là, singulièrement accroître le budget de la coopération, l'aide publique au développement, c'est-à-dire que nous nous sommes donné les moyens d'une action nouvelle. J'espère de toutes mes forces que Cancun signifiera un progrès, qu'on pourra tirer des interventions qui seront exprimées à Cancun l'amorce d'une politique autour d'objectifs concrets. Quand il en appelle solennellement au Nord à prendre ses responsabilités, la voix de la France est inaudible. Le verbe est inopérant. Pire, les actes de François Mitterrand dans ce domaine contredisent ses engagements. J'ai cru qu'il y aurait une rupture, et en particulier qu'il y aurait une rupture dans la politique africaine, et je me suis employé à la rendre effective. Et ça n'a eu qu'un temps. En 1983, la politique étrangère socialiste effectue un virement de 180 degrés. La réelle politique prend le pas sur les idéaux. Je n'ai rien à déclarer. Le pragmatisme gaulliste fait partie de l'héritage, et François Mitterrand semble l'assumer. Il faut attendre juin 1995 et la relance des essais nucléaires par Jacques Chirac pour voir ressurgir les accents gaullistes qui, en 1960, défiaient la communauté internationale avec l'explosion de la bombe A française au Sahara. Après mûre réflexion, après large consultation, j'ai pris la décision, parce que je la considérais nécessaire aux intérêts supérieurs de notre nation, d'autoriser la fin de cette campagne d'essai, et cette décision est naturellement irrévocable. Il a arrêté pratiquement tout de suite. Et on n'a jamais très bien compris, sauf peut-être dans son discours de Papeete en juillet 2003, où il explique que grâce aux essais nucléaires, la grandeur de la France a augmenté. Le conflit en Irak offre l'occasion au président de la République Jacques Chirac d'incarner une France toujours prompte à donner une leçon aux puissants. La guerre est toujours un constat d'échec et c'est toujours la plus mauvaise des solutions. Et que donc tout doit être fait pour l'éviter. La France est écoutée, mais pas entendue. L'illusion d'une puissance influente est devenue encore plus éphémère. Le verbe est, comme jadis, convoqué pour la circonstance, même si les acteurs ont changé. Cette posture résonne dans la mémoire collective du pays et renvoie une image de fierté nationale. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Derrière l'édifice diplomatique patiemment construit sous le général, la politique étrangère continue de briller par son pragmatisme. La France influence, séduit, irrite, dispense ses principes et, quand elle le peut, joue de son autorité. Les Français ont montré leurs cartes. Après mes dernières propositions, ils ont affirmé qu'ils opposeraient leur veto à toute nouvelle résolution demandant à Saddam de rendre des comptes. Il faudra déterminer l'impact de ce veto. Je crois que dans la posture de Bush et de son administration, de Cheney ou de Rumsfeld, il y a une déviation par rapport à la tradition américaine, c'est-à-dire ils se mettent à parler comme Bismarck ou comme De Gaulle. C'est-à-dire ils disent, ben voilà, les États-Unis sont la seule puissance, donc il faut établir l'ordre, donc ils vont assurer la puissance, ils n'ont pas à s'occuper du Conseil de sécurité, où après tout, il y a la Syrie qui est au Conseil de sécurité, et c'est pas la Syrie qui a des leçons de morale à donner au monde, etc. Donc ils parlent en réaliste, comme parlait De Gaulle à un certain moment. Et évidemment, Jacques Chirac, qui souhaite s'opposer ou se rehausser par rapport aux États-Unis,
États-Unis, lui prend le langage que prenait Wilson autrefois, c'est-à-dire il dit le droit international, le droit international, le droit international. Comme d'autres disaient l'Europe, 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 les Français d'aujourd'hui disent le droit international, le droit international, le droit international. Et j'imagine quel sourire ironique doit éprouver le général de Gaulle en les observant des Champs-Élysées, mais en même temps il doit se dire bien joué. Parce que ça consiste à prendre les instruments qu'offre la situation actuelle, puisque les États-Unis négligent le droit, on s'oppose aux États-Unis en affirmant le droit. Dans l'héritage, les idéaux sont remisés au chapitre de l'histoire. Une certaine idée de la France lui survit, mais en pointillé. Ce rêve de grandeur, si cher à l'homme du 18 juin, s'est en fait et depuis longtemps fracassé sur le mur des individualismes naissants quand il découvrit en 1969, au hasard des premiers sondages, que les Français ont cessé de croire en une France puissance du monde. De Gaulle, désabusé, confie alors à Malraux « Ce que nous avons voulu, vous et moi, c'est fini ».